Au sein de l'AES, l'heure est au partenariat, l'heure est à la lutte antiterroriste, mais l'heure est aussi à la création, bien sûr, d'une force unifiée, une force conjointe antiterroriste qui permettra de lutter contre l'insécurité dans la zone sahélienne, notamment dont la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, formée du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Celle-ci compte constituer 5000 hommes environ, et pour un début, bien sûr, avant de s'agrandir au fil du temps. Dans une interview accordée à la télévision nationale, c'est le ministre d'État en charge du portefeuille de la Défense nationale, le général de corps d'armée Salifou Maudi, qui a planté le décor ainsi sur cette annonce, mais surtout sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la région sahélienne. Dans cette émission, nous parlerons de cette force unifiée, mais nous parlerons aussi des potentiels partenaires de l'AES. Pourquoi pas le Ghana, le Togo ou encore le Tchad. On en reparlera bien sûr dans ce programme avec notre invité qui n'est nul autre que Dr Sango, internationaliste et politologue. Merci d'être là, Dr Sango. Bonsoir. Bonsoir Madame Cassandra, bonsoir à tous les téléspectateurs, j'ai envie de dire téléauditeurs qui nous écoutent ce soir. Bonsoir à la technique et fier d'être encore là pour le programme du Regard panafricain. Merci infiniment. Alors, nous commençons les échanges juste après cette transition. Merci à tous de nous recevoir chez vous à travers vos petits écrans, mais aussi à travers nos plateformes internet For You Media Africa. Je n'oublierai pas la radio, la fréquence 96.3 FM pour ceux qui sont à Douala et ses environs. Merci infiniment de nous honorer par votre fidélité. Docteur Sango, le 21 janvier dernier, c'est une annonce qui a tonné au sein de la sphère panafricaniste. Il s'agit d'une force unifiée qui comptera 5000 hommes lors de sa création, qui sera bientôt opérationnelle au sein même de l'AES. L'AES qui avance aujourd'hui à petits pas ou encore à grands pas, selon votre analyse, fait cette annonce à un moment crucial, c'est-à-dire un moment stratégique où plusieurs attaques terroristes sont observées dans les pays voisins, par exemple au Togo ou encore au Bénin, où on a pu constater la mort de pratiquement 28 soldats togolais et 2 civils dans le pays lors d'une attaque terroriste. C'est une annonce qui intervient à un moment, à une situation en tout cas préoccupante sur le plan sécuritaire. Docteur Sango, peut-on dire que la confédération de l'AES avance à grands pas ou à petits pas, mais aussi comment est-ce que vous analysez cette annonce? Dans quel prisme est-ce que vous mettez cette annonce? Je pense qu'à grand comme à petit pas, à grand pas ou à petit pas, ce qui importe sur le terrain, c'est les actions réelles que cette confédération est en train de nous donner aujourd'hui. Pour ma part, je pense que c'est une très bonne nouvelle, une très bonne nouvelle qui intervient dans un contexte que nous savons tous, un contexte où l'Afrique a, n'est-ce pas ici, vu, n'est-ce pas, s'être imposé le terrorisme par les puissances occidentales. Un contexte où les États africains aujourd'hui sont majoritairement en train de subir le néocolonialisme. Un contexte où les États de l'AES ont décidé de lutter avec des moyens d'élimination systématique contre le colonialisme, contre l'impérialisme. Donc moi je pense que c'est une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle qui ne devrait pas surprendre. Parce qu'à partir du moment où ces États de l'AES ont décidé de claquer la CEDEAO, c'était pour faire ce que j'appelle souvent le déconstructivisme-constructivisme. C'est-à-dire, cette confédération avait pour objectif ou a pour objectif fondamental de déconstruire tous les éléments de colonialisme que la CEDEAO utilisait jusque-là pour permettre aux acteurs de la France-Afrique de se maintenir et de construire cette fois-ci des nouveaux paradigmes, j'ai envie de dire des nouveaux outils, tant sur le plan économique, militaire, culturel que politique, qui pourront leur permettre cette fois-ci
d'être véritablement nantis des instruments capables non seulement de se défendre, mais aussi et surtout d'attaquer partout où leurs intérêts seraient menacés. Dans ce parti préanalytique, vous convenez avec moi que ça ne pouvait pas être une surprise. Parce que depuis que le Liptako-Gourma a été signé en tant que traité, ses partenaires ou ses acteurs du Sahel évoluent progressivement. Donc, demain après demain, ne soyez pas surpris que c'est la monnaie qu'ils annoncent, n'est-ce pas, avoir créée. Donc, déjà que la Confédération a annoncé la création d'une banque pour commencer, oui. Absolument, absolument. Donc, lorsque vous partez du paradigme selon lequel ces États-là ne veulent plus qu'il y ait sur leur sol un élément de la colonialité, un élément de l'impérialisme, toutes les actions qu'ils poseraient ne devraient pas surprendre parce que nous connaissons tous les éléments à travers lesquels les pays occidentaux ont toujours utilisé pour nous maintenir. Il est donc question, comme je le démontre dans mes travaux, de déconstruire ces éléments l'un après l'autre pour qu'à terme l'Afrique se prenne en charge et devienne véritablement souveraine. On ne peut pas aujourd'hui penser être souverain, penser une souveraineté si on n'a pas une force militaire capable de nous défendre nous-mêmes. C'est-à-dire, la défense, c'est l'élément, le socle fondamental sur lequel se fonde la souveraineté. Comme la défense, la monnaie, la langue, etc. Vous ne pouvez donc pas chercher la souveraineté tant que vous n'avez pas ces éléments. Vous ne pouvez pas sous-traiter ces éléments et continuer à dire que vous êtes souverain. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, les États de l'AES sont en train de démontrer ce qu'on attend par souveraineté au reste des pays d'Afrique. Parce que ce qu'on a vécu en 1960 comme souveraineté des États africains n'en était pas n'en était pas une. Parce qu'on voit qu'en réalité, c'était une secousse qui avait permis de consolider un système qui était jusque-là fébrile. On n'a plus besoin de ce genre de réforme, on n'a plus besoin de ce genre de secousses. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est la liberté, la souveraineté et l'indépendance, lesquelles choses vont donc permettre au continent africain de s'inscrire dans la dynamique du développement. Parce que le développement, c'est quelque chose qui se fait, n'est-ce pas, par soi et en soi. On ne développe pas quelqu'un comme on ne développe pas un pays. C'est aux Africains donc de se développer. Et vous convenez avec moi qu'on ne peut pas se développer si on n'a pas les mains libres, n'est-ce pas? Si on n'a pas le pouvoir libre entre nos mains. Et si on n'a pas réglé la question sécuritaire, vous voulez dire aussi, car le développement peut être mis à mal si jamais la sécurité également est mise à mal. Tout à fait, tout à fait. Vous savez, depuis un certain temps, ou bien depuis même le processus de la colonisation et même de l'impérialisme, voire même de l'esclavage, les colonisateurs ont privilégié ce paradigme, n'est-ce pas, de l'insécurité pour tenir les pays africains, parce qu'ils savent qu'en réalité, on ne peut pas développer un pays tant qu'il y a encore le désordre. C'est-à-dire, pendant plusieurs années, ils ont construit le terrorisme, ils ont installé ça dans le sol africain et ils ont donc privilégié l'élément du chantage. C'est-à-dire, on vous crée le terrorisme et chaque fois que vous voulez donc vous concentrer, n'est-ce pas, sur vos problèmes de développement, on active ce terroriste-là et on oriente vos regards, vos actions, vos moyens, vos financements vers la lutte contre ce terrorisme-là. Vous voyez donc qu'aujourd'hui, les États de l'AES l'ont compris suffisamment et ils ont décidé de ne plus compter sur des gens qui ont créé le terrorisme pour se sécuriser. Il est question de penser son propre indice de puissance, de penser sa propre défense, quitte à ce que les partenaires sur le plan international puissent, n'est-ce pas, nous aider dans cette logique-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, les États de l'AES viennent de démontrer en réalité qu'on peut se développer comme on peut se protéger. Parce qu'il y a une certaine opinion qui prolifère aujourd'hui dans les analyses des relations internationales africaines qui laisse croire que l'Afrique ne peut pas se protéger en l'état actuel des choses. C'est quand même une hérésie qu'il faut, n'est-ce pas, condamner en disant que on ne peut pas être, n'est-ce pas, à 65 ans après les indépendances, on ne peut pas avoir, n'est-ce pas, les avantages comparatifs économiques, politiques et culturels
que nous avons et continuer à penser qu'on ne peut pas se développer, on ne peut pas se mettre ensemble. Donc, la réalisation ou la concrétisation des États-Unis d'Afrique telle qu'elle avait été pensée par Cheikh Anta Diop, par Kwame Nkrumah, Lumumba, et bref, nos prédécesseurs que nous connaissons très bien, n'était pas une fiction. C'était quelque chose qui peut bel et bien se réaliser. Il suffit tout simplement que les acteurs africains, les leaders africains prennent conscience et se mettent ensemble. Les États de l'AES sont en train de démontrer que même si on n'a pas assez de moyens comme on le laisse croire, on peut se mettre ensemble et réaliser progressivement un certain nombre de défis qui hier encore se présentaient comme étant des fictions et des imaginations. Merci, docteur Songo. Pensez-vous aujourd'hui que sur le plan financier, sur le plan économique, le Mali, le Niger, le Burkina Faso peuvent mener à bien ce vœu pieux, mais aussi cette réalisation qui est sur le point de s'accomplir, à savoir la création de cette force unifiée composée de 5000 hommes ressortissants des armées des 3 pays. Pensez-vous qu'ils pourront réellement y arriver sans un certain appui sur le plan international, par exemple? Peut-être pas forcément vers les Bretton Woods, mais au moins les partenaires les plus sûrs. Écoutez, la lutte contre le terrorisme n'est pas un phénomène qui nécessite a priori les moyens. Ah oui? Oui, a priori les moyens, non. Les moyens viennent après. Quand c'est un élément fondamental et indispensable a été réalisé, qui est généralement la volonté et le courage politique. Je le dis pourquoi? Parce que ça fait pratiquement 60 ans que les États occidentaux mettent à la disposition des pays africains les moyens pour combattre le terrorisme. Mais sur le terrain, le terrorisme n'a jamais été éradiqué. D'accord? On voit les pays, les partenaires tels que les États-Unis, les partenaires tels que la France, la Grande-Bretagne, bref, ces pays qui sont qualifiés conformément au discours, n'est-ce pas, international des pays développés et industrialisés, des pays qui ont des armes, des renseignements sophistiqués et qui peuvent atteindre l'ennemi partout où il se trouve. Ces partenaires ont fonctionné avec l'Afrique pendant plusieurs années, mais le problème n'a pas été résolu sur le terrain. Pourquoi? Parce que justement, ces pays-là n'étaient pas sincères dans ce qu'ils faisaient sur le terrain. Ces pays-là n'étaient pas engagés, n'étaient pas solidaires, n'avaient pas la cause africaine dans leur cœur. Et comme eux, en collaboration avec certains leaders africains, j'ai envie de dire certains présidents africains, puisque nous parlons des États de l'AES, restons-y pour dire que dans ces États-là, on avait des leaders, des présidents qui avaient, n'est-ce pas, des partenariats avec ces puissances occidentales nantis des moyens et des instruments militaires bien avérés. Mais le terrorisme frappait aux portes de la capitale. Le développement ne suivait pas. Donc, en réalité, il ne faut pas toujours convoquer l'élément financier des moyens pour le mettre, n'est-ce pas, devant chaque fois qu'on parle du processus de sécurité, du processus, n'est-ce pas, essayant de lutte contre le terrorisme. S'il n'y a pas, n'est-ce pas, la volonté, les moyens ne serviront à rien. Il reste qu'on a besoin d'armes, on a besoin de matériel, oui. J'en viens. Donc, une fois que les États de l'AES ont d'abord ont cet élément, n'est-ce pas, cet avantage comparatif qui est, n'est-ce pas, la volonté et le courage politique, c'est déjà un pas significatif vers la victoire contre le terrorisme. N'oubliez pas le principe qui voudrait que qui veut peut. D'accord? Vous ne pouvez pas vouloir combattre quelque chose si vous-même, vous n'avez pas la conviction que vous pouvez le faire. Donc, à partir de ce moment-là, les États de l'AES sont déjà très bien partis. Pour ce qui concerne les moyens, ne pensez pas que si les pays occidentaux ne vous donnent pas les moyens, ou alors si certains partenaires sur le plan international ne vous viennent pas en aide, vous n'allez jamais vous développer. Non. Aujourd'hui, les États de l'AES ont une nouvelle philosophie en termes de mobilisation des moyens, d'accord, en termes de mobilisation de finances. Il ne s'agit plus de privilégier une politique essentiellement dépendantiste, une politique essentiellement extravertie vers la demande extérieure, mais il s'agit de privilégier une politique auto-centrée qui nécessite maintenant ce qu'on appelle les acclimations, avec donc le partenariat au niveau international.
C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. C'est-à-dire, les pays de l'AES sont en train de démontrer dans leur défractation, n'est-ce pas, internationale, que tout doit se passer en Afrique, pour l'Afrique et pour le bien des Africains. Oui. Quitte à ce qu'au niveau international, c'est un partenaire, n'est-ce pas, solidaire de leur cause, leur vienne en aide en vertu de ce qu'on appelle souvent l'intérêt national égoïste des États, qui est l'instrument de l'échange international. Donc, il va donc arriver que certains partenaires sur le plan international seraient intéressés ou seront intéressés par les matières premières, les ressources naturelles que regorgent ces trois États. Et Dieu seul sait combien ils en détiennent ces matières premières et ces ressources naturelles. Il sera donc question pour ces États-là de conditionner leurs matières premières dans leurs relations internationales avec certains partenaires qui ont des avantages comparatifs sur le plan des armes, sur le plan du renseignement, sur le plan, par exemple, n'est-ce pas, de la formation. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc, il n'est plus question de vassaliser les matières premières africaines. Il n'est plus question de les mettre à la disposition des puissances occidentales presque de manière gratuite. Il est question d'utiliser ces matières premières parce que lorsqu'on parle des moyens, les matières premières en sont, n'est-ce pas, l'exemple. Parce qu'en Afrique, ce qui fait leur avantage comparatif, c'est les matières premières et les ressources naturelles. Or, on ne saurait parler des moyens véritablement sur le plan international en dehors des matières premières et des ressources naturelles. Vous savez que ce qui fait l'argent, ce qui fait le financement aujourd'hui et ce qui explique même la présence de ces puissances occidentales en Afrique, c'est justement ces matières premières et ces ressources naturelles. Donc la mobilisation des financements, la mobilisation des armes n'est plus un problème. Il ne faut pas s'en inquiéter. C'est un instrument important, mais je pense que les États de l'AES, en fonction de la philosophie politique qu'ils impulsent aujourd'hui, qui est une philosophie politique auto-centrée, souverainiste, indépendantiste, vont trouver des moyens, n'est-ce pas, en fonction des matières premières et des ressources naturelles qu'ils possèdent dans leur sol. Merci, Dr Sango. Alors, une autre décision ou du moins une autre annonce qui a été faite toujours cette semaine, c'est celle venant du Mali, qui a décidé de se lancer dans l'industrialisation, à savoir la fabrication des armes létales sur son territoire. En voilà une autre annonce où il faudra forcément, là, pour la fabrication des armes, l'industrialisation de l'industrie de l'armement, il faudra mettre la main à la poche. Le Mali qui aujourd'hui se penche sur son or, sur son coton, en tout cas sur l'industrialisation et comme vous disiez tout à l'heure, les ressources minières, pourra-t-il réellement, en tant que pays à la tête de la Confédération de l'AES, soutenir les autres pays dans la création de cette force unifiée ou alors dans l'entretien? Oui, je pense qu'il le faut absolument parce que il faut savoir que l'élément premier, la matière première de ce qu'on appelle le processus d'industrialisation, c'est d'abord la matière première. D'accord? Vous ne pouvez pas avoir des industries si vous n'avez pas des matières premières à transformer. Et c'est en cela qu'il faut se rappeler, n'est-ce pas, de la citation d'un des colonialistes, Henri Lopez, qui disait que la politique coloniale était fille de la politique industrielle. C'est-à-dire les pays occidentaux étaient en Afrique parce qu'ils cherchaient les matières premières pour faire tourner leur industrie au niveau occidental. Donc aujourd'hui, on voit que les États africains qui ambitionnent d'instaurer dans leurs États ce qu'on appelle les industries ont cet avantage comparatif. Il suffit tout simplement de bien peaufiner les mécanismes. Donc l'industrialisation à laquelle, n'est-ce pas, ici on appelle, n'est-ce pas, on appelle le président Goïta, est une vision, n'est-ce pas, salvatrice qui va libérer le continent africain. Il ne suffit plus de porter l'or du Mali, l'uranium du Niger ou le coton du Burkina Faso et de les mettre à la disposition des puissances occidentales, conformément à ce qu'on appelle aujourd'hui la division internationale du travail, qui avait été pensée au congrès de Berlin en 1984-1985. C'est-à-dire ce principe qui voudrait que les matières premières et les ressources naturelles du continent africain fassent tout simplement l'objet d'une exportation au niveau des industries occidentales. Il est question de mettre donc un terme à ce système-là, à cette façon de fonctionner, et pour que en Afrique, les matières premières du continent africain s'exploitent, se transforment
et se commercialise d'abord en Afrique et ensuite au niveau international parce que nous sommes dans un contexte de la mondialisation et de la globalisation des échanges. Donc, ce que le président Assimi Goïta dit, il ne le dit pas exclusivement, n'est-ce pas, au Mali. Il le dit parce qu'il sait que les États de l'AES sont capables de le faire ensemble. D'accord? Il est question de poser les paradigmes qui vont faire en sorte que ces trois États ne souffrent plus des séquelles de la colonisation. Il suffira donc pour eux de poser ce qu'on appelle souvent les projets intégrateurs. Les projets intégrateurs, c'est-à-dire un projet qu'on crée par exemple dans un pays, mais qui a des ramifications, des externalités, n'est-ce pas, dans d'autres pays, à peu près comme dans la zone CEMAC. Chaque fois on parle des projets intégrateurs, des constructions de routes, etc., etc. C'est la même chose qui va se passer au Mali. Donc le Mali et au niveau de l'AES. Donc l'AES est en train, n'est-ce pas, essayer de se positionner comme l'une des communautés économiques régionales la plus efficace et la plus efficiente du continent africain aujourd'hui. Parce que je vous ai toujours dit que lorsqu'on parle, n'est-ce pas, des dynamiques de développement, on ne peut pas se développer dans un continent si on ne passe pas par les organisations d'intégration sous-régionale. La CEMAC, l'UEMA et tout ça, c'est très bien pensé du point de vue politologique et économique. Mais sauf que pour que ces éléments soient efficaces, efficientes, puissants sur le terrain et produisent, n'est-ce pas, les effets escomptés, il faut que ces éléments-là, ces organisations d'intégration soient autonomes du point de vue économique, du point de vue politique, du point de vue culturel. Ce n'est que de cette façon-là que ces organisations-là deviendront puissantes et donneront sur le terrain les fruits escomptés. On voit comment ça se passe dans l'Union européenne. L'Union européenne est aujourd'hui la deuxième puissance économique, justement parce que les États d'Europe se sont mis ensemble. Et lorsqu'on calcule donc le produit intérieur brut de cette agglomération, de cette organisation, il se positionne sur le plan international comme la deuxième puissance économique. Lorsque vous prenez les États-Unis, il y a le Mercosur qui est là-bas, qui est une organisation d'intégration régionale sud-américaine. Donc en réalité, les États de l'AES ont compris là où se trouvait le problème. Le problème se trouvait où? Le problème se trouvait au niveau de la matérialisation de la souveraineté des États africains. Et c'est pour cela que je dis toujours que les États africains aujourd'hui ne peuvent pas se développer, mais alors jamais, s'ils ne cherchent pas à résoudre d'abord sur le plan international ce fameux problème de souveraineté. Les réformes que certains États s'engage à faire sur le plan interne. On a vu dernièrement le Gabon qui a fait des réformes. On voit le Togo, etc. Des réformes politiques qui passent du régime, n'est-ce pas, présidentiel pour le régime parlementaire. Et ça ne servira à rien. Le véritable problème, c'est d'abord d'enlever cette épée de Damoclès qui pèse à la tête des États africains et qui les empêche de poser sur le plan interne des réformes efficaces qui pourront permettre à leurs États de se développer. Donc en réalité, il ne faut pas avoir peur aujourd'hui de ce que les États de là elles sont en train de poser comme action. Ces actions-là sont des actions qui vont se réaliser ou qui ont 95% de se réaliser parce qu'ils ont la volonté et ils ont tous les moyens. Il suffit donc de poser tout simplement certains mécanismes, certaines structurations, stratégies qui pourront permettre à ce que ces moyens-là ne soient pas infiltrés et galvaudés par des ennemis qui restent toujours tonitruants. Merci, docteur Sango. À présent, parlons de la question des partenariats. Après que la Confédération de l'AES a annoncé cette création de la force unifiée, on s'interroge sur l'agrandissement possible, l'agrandissement potentiel de cette confédération de l'AES qui s'était d'ailleurs dit ouverte à l'intégration de plusieurs États tant qu'on regarde dans la même direction. Aujourd'hui, on a le Ghana, par exemple, Dr Sango, qui a un nouveau président qui avait déjà été président par le passé et est de retour pour un nouveau mandat. Le président Mahama Dramani
Loni a décidé, par exemple, d'avoir un envoyé spécial auprès des pays de l'AES en tant que confédération et non en tant que pays solitaire. Est-ce que ça aussi, ça représente une marque forte pour la confédération de l'AES et ça dessine le Ghana comme un potentiel partenaire à l'aune des relations qui ont existé entre le Ghana et les pays de l'AES par le passé, avec le président Nana Akufo-Addo, qui était considéré comme un France-Africain, considéré comme avoir trahi ses pères et ses frères d'Afrique? Il faut dire que sur un plan strictement historique, le Ghana n'est pas un pays, n'est-ce pas, anodin lorsqu'on parle du processus du panafricanisme en Afrique. Effectivement. Le Ghana, sur le plan historique, est un pays, n'est-ce pas, ici, déterminant, est un pays, n'est-ce pas, comment dirais-je, était un acteur de départ dans le processus, n'est-ce pas, de la création des États-Unis d'Afrique. J'ai envie de mettre, n'est-ce pas, ici sur la table la mémoire du président Kwame Nkrumah, qui a bataillé, qui a lutté, qui a posé les bases, les fondements et qui a démontré que la réalisation des États-Unis d'Afrique pouvait être une réalité et jamais une fiction. Donc, prenant ce caractère historique-là aujourd'hui, on peut comprendre le rapprochement que ce pays-là pourrait donc faire avec les États de l'AES. Et ça peut, n'est-ce pas, ici, se présenter comme un bégayement historique qui est en train de se répéter aujourd'hui. C'est le deuxième élément. Le deuxième élément, c'est que il vient de se passer à la tête de ce pays-là une sorte d'alternance politique à la tête, n'est-ce pas, de ce pays, où le président sortant était beaucoup plus solidaire, en phase avec la manière de faire des puissances occidentales sur le sol africain. Parce que lorsque le problème de l'intervention militaire de la CEDEAO est de plus en plus peaufiné, on a vu que parmi les États qui étaient en faveur de cette intervention figurait bel et bien le Ghana, piloté à l'époque par ce président qui a perdu les élections récemment. Donc on voit bel et bien que du point de vue alternativiste, il y a eu avènement à la tête du Ghana, n'est-ce pas, d'un leader qui entend, n'est-ce pas, voir les choses de la même manière que les États de l'AES. Et à partir de ce moment, à partir de l'avantage historique que je vous ai convoqué et de la proximité même géographique qui positionne le Ghana dans presque les mêmes zones géographiques que ces États de l'AES, il est aujourd'hui probable, clair, facile que le Ghana intègre la CEDEAO comme membre de cette nouvelle confédération. Ce serait une très bonne chose, exclusivement le Ghana. Pour continuer avec l'analyse des probables intégrations, ce qui est vrai pour le Ghana peut ne pas l'être pour d'autres États. Parce qu'il n'y a pas que le Ghana qui a montré, n'est-ce pas, ici, sa volonté, n'est-ce pas, de se rapprocher des États de l'AES. Vous faites allusion au Togo? Au Togo, il y a le Togo, il y a le Tchad, il y a d'autres pays. Bon, si on reste peut-être sur le cas du Togo, par exemple, ça sera un peu dangereux et c'est en cela qu'il faut appeler à la vigilance à ces leaders de l'AES pour qu'ils comprennent qu'en réalité, il n'est pas forcément question d'intégrer les États parce qu'il faut intégrer. Il n'est pas seulement question d'intégrer les États de l'AES parce qu'on veut que l'Afrique intègre cette organisation. Il doit avoir des préalables sur le terrain. Quels sont les préalables, par exemple? Les préalables pourraient, par exemple, être, n'est-ce pas, la position des présidents qui sont à la tête de ces États-là, par exemple. On ne voit pas comment ces présidents-là se prononcent sur des problématiques souverainistes très importantes. Lorsque vous prenez par exemple le cas du Togo par exemple, on va me dire que oui, le Togo, lorsque les États de l'AES ont décidé de prendre cette direction-là, sur le plan, n'est-ce pas, des médiations, le Togo s'est montré favorable, mais en réalité c'est beaucoup plus superficiel que cela. D'accord? Il est question d'aller au-delà de cela pour se positionner sur des problématiques aussi importantes. Le Togo, à l'état actuel des choses, est tout simplement la continuité du système qui a combattu radicalement le panafricaniste qui était à la tête de ce pays-là. Il faut rappeler que c'est au Togo que s'est produit le premier coup d'État sur le continent africain.
d'accord, contre un panafricaniste qui voulait que l'Afrique soit aux Africains. Et c'est ce système qui est aujourd'hui en vigueur, parce que c'est d'abord son père qui était là, et son père est parti, lui il a hérité de son père et il est aux affaires. Donc lorsque vous voyez donc le fondement d'un tel État, d'accord, contrairement au Ghana, vous voyez maintenant la différence avec le Ghana. Oui. Contrairement au Ghana, vous voyez un tel fondement d'État. Cet État-là ne peut pas être propice aujourd'hui à intégrer les États de l'AES. Pourquoi? Parce que s'il l'intègre, ce sera une passerelle d'infiltration pour imploser les États de l'AES à partir du Didang. Parce que l'expérience a déjà démontré que les puissances occidentales ont échoué, ne sont pas parvenues à exploser cette organisation du point de vue de l'extérieur. L'intervention militaire a échoué, les stratégies de renseignement, de déstabilisation des coups d'État, ça ne marche plus parce qu'il y a une sorte de défragmentation des pôles de centralité sur le plan international qui ne leur donne plus la puissance. Donc aujourd'hui, ils sont prêts à utiliser n'importe quelle stratégie pour infiltrer cette organisation et la faire imploser du Didang. Oui. Donc c'est l'erreur fatale à laquelle les États de l'AES ne doivent pas tomber. Il faut examiner minutieusement ces États qui en font la demande, voir si les conditions sont réunies du point de vue idéologique, du point de vue, n'est-ce pas, ici en sécuritaire et même du point de vue culturel, avant de s'y engager. Il y a un élément important qui permet aujourd'hui de lire les États de l'AES. Parce que lorsque vous voyez les États de l'AES, avant de se mettre en confédération, il y a eu ce qu'on appelle en sciences politiques une sorte de révolution à l'intérieur de ces États. Qu'est-ce que la révolution? La révolution, c'est un soulèvement populaire, n'est-ce pas, qui bascule un système machiavélique pour un autre système nouveau capable de développer un État. On voit que ce soit au Mali, que ce soit au Niger, encore moins au Burkina Faso, il y a eu des révolutions qui ont été portées là-bas par des peuples, d'accord? Des révolutions qui ont pris la peine de chasser les systèmes france-africains qui sévissaient et qui empêchaient à ce que les pays puissent en bénéficier de leurs matières premières et leurs ressources naturelles. Est-ce que les autres États africains aujourd'hui sont prêts à faire leur part de révolution? Parce que dans tous les États africains aujourd'hui, il existe ces méandres de la France-Afrique. D'accord? Vous ne pouvez donc pas accommoder le panafricanisme avec les éléments de la France-Afrique. Il est question de déconstruire, n'est-ce pas, les éléments de la France-Afrique pour que le panafricanisme s'accommode et fonctionne véritablement. Au Togo, il y a encore les éléments de la France-Afrique. Au Bénin, il y a encore les éléments de la France-Afrique. En Côte d'Ivoire, parce que Ouattara, dernièrement, il a également fait un discours en disant qu'il est temps que les bases militaires françaises, tout ça, il y a encore les éléments de la colonisation. Donc, il faut d'abord des révolutions internes qui doivent balayer tous ces éléments de la France-Afrique pour que, à l'état actuel, tous les États africains se mettent ensemble pour voir l'avenir d'une même façon. Merci, Dr Sango. Alors, en bref, vous voyez le Ghana comme un partenaire, un futur partenaire sûr de l'AES, du fait déjà de la descendance ou du moins de Kwame Nkrumah, par exemple, qui aujourd'hui, d'où vous voyez Dramani comme une extension, en tout cas, de sa pensée en ce qui concerne son attitude vis-à-vis des pays de l'AES, si on vous a bien compris. Le Togo reste un pays où il y a encore des doutes malgré les actions qui ont été posées par le président Faure Gnassingbé. Au Bénin, c'est carrément une croix rouge que vous mettez. En Côte d'Ivoire, pareil, une croix de Saint-André, carrément. Alors, il ne reste que le Ghana au pays de l'AES. En fait, là où je veux en venir, c'est qu'il faudra forcément à ces pays-là d'avoir des partenaires internes au continent africain. Au-delà des partenaires externes, on voit la Russie, la Turquie, l'Arabie Saoudite, oui. C'est ça l'objectif, c'est ça la philosophie des États de l'AES dans une dynamique du long terme. D'accord? Parce que la vision, il ne faut pas, n'est-ce pas, confondre la vision des États de l'AES. La vision long-termiste des États de l'AES, c'est que le continent africain forme n'est-ce pas, entité singulière, unitaire, au même titre que les États-Unis aujourd'hui, pour former ce que nous appelons l'indice de puissance capable de donner au continent
les socles solides pour se défendre et influencer dans le concert des nations. Sauf que maintenant, il est question de prendre des précautions. Question, n'est-ce pas, de se rassurer que cet objectif-là, avant qu'il ne se réalise, les choses se fassent très bien sur le terrain. C'est pourquoi je ne vais pas sombrer davantage sur le chiffre de la masse. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent qu'il faut de plus en plus des militaires. 5000 ne représentent rien, tout ça. La masse sans la stratégie ne représente rien. Je vous ai toujours dit ici qu'on a eu des précédents historiques où les États africains travaillaient avec des États nantis en termes d'instruments, en termes de moyens, en termes de finances, en termes de soldats. Il y a, n'est-ce pas, cette fameuse actualité du G5 Sahel qui a montré ses limites. Qu'est-ce que le G5 Sahel n'avait pas en termes d'accompagnement, en termes de finances, en termes de partenaires efficaces sur le plan international? Qu'est-ce que cette organisation n'en avait pas? Cette organisation avait tout sauf la volonté de lutter contre le terrorisme. Donc, c'est en se positionnant donc en termes de rectification du G5 Sahel que les États de l'AES sont en train de positionner maintenant cette armée commune, d'accord, qui a des avantages là où le G5 Sahel n'en avait pas. Le premier avantage, c'est qu'ils sont solidaires, sincères et conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Donc, il n'est pas question d'aller très vite en besogne en disant qu'il faudrait qu'on consolide cette armée-là avec d'autres militaires, etc. Non, il est question de rester serein. Même si vous êtes 5, vous savez que vous luttez pour une même cause, vous savez que vous vous financez vous-même, vous savez que vous n'êtes pas là pour subir les pressions internationales, vous savez que lorsque vous avez dit que nous prenons telle direction, c'est telle direction que vous prenez effectivement. C'est ça l'essentiel lorsqu'on parle, n'est-ce pas, des théories sécuritaires. Donc aujourd'hui, moi je pense que les États de l'AES, il ne faut pas les juger en termes de vitesse. D'accord? Il ne faut pas les juger en termes, n'est-ce pas, de précipitation. Les États de l'AES posent, n'est-ce pas, des actions progressivement. Et vous n'avez qu'à lire depuis la signature du Liptako Gourma. D'accord? Ils posent des actions one by one. Ils ont commencé par le traité. Après ça, ils sont passés du traité pour la confédération. Après la confédération, voilà la force commune armée qu'ils viennent de nous annoncer. Après la force commune, il y aura nécessairement l'élément économique, financier, etc. C'est ça qu'on appelle les actions, n'est-ce pas, de profondeur, qui produisent des fruits. On n'a plus besoin de la multiplication des organisations de lutte contre le terrorisme en Afrique qui ne représentent rien sur le terrain. Vous savez qu'il y a ce qui a fait problème au continent africain pendant plusieurs années. L'un des éléments les plus importants, c'est ce que j'appelle dans mes travaux l'embouteillage sécuritaire. L'embouteillage sécuritaire, qu'est-ce que c'est techniquement? L'embouteillage sécuritaire, n'est-ce pas, renvoie à cette stratégie qui voudrait que sur le sol africain, pour un seul élément, un seul ennemi, on multiplie les organisations d'intégration et de lutte contre le terrorisme. Dans le seul territoire africain, on a eu les forces, n'est-ce pas, onusiennes, on a eu les forces américaines, on a eu le G5 Sahel, Serval, etc. Tout ça pour faire quoi? On ne sait pas véritablement qui fait ceci, qui fait cela. Tout ça produit donc sur le terrain, sur le plan stratégique, l'impuissance. Il est question aujourd'hui de sortir de cette philosophie, n'est-ce pas, de la multiplication des organisations de lutte contre le terrorisme pour s'orienter vers des instruments aussi solides et efficaces. Et je pense que les États de l'AES ont compris cela. C'est pour cela qu'aujourd'hui, en mettant cette force commune-là, c'est pour rectifier les faiblesses et les indélicatesses du G5 Sahel. Et le Mali, le Niger ainsi que le Burkina Faso rappelaient déjà dans leur discours il faut des solutions africaines aux problèmes africains. Aujourd'hui, on ne voit pas au sein de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel un partenaire français qui finance et conduit les décisions. On voit 3 États qui essayent tant bien que mal de sortir du sable mouvant
question, d'où la question ce soir, Dr Sango, sur les potentiels partenaires de l'AES. Nous avons essayé de parler du Ghana, qui, selon vous, est un bon élève qui pourrait soutenir les pays de l'AES, tant sur le plan diplomatique que sécuritaire. Maintenant, que fait-on des accusations qui avaient été faites contre le Ghana par les pays de l'AES, notamment le Burkina Faso, si je ne m'abuse. Il était question de dénoncer le fait que les terroristes et le gouvernement ghanéen avaient fait un deal qui permettait que le Ghana soit épargné des attaques terroristes, mais que les terroristes puissent passer par le Ghana et ses frontières, bien sûr, avec les autres pays, pour attaquer le Niger. Je crois que c'était justement le Niger, pour attaquer le Niger, par exemple. Oui, je pense que cela s'était produit à l'époque où il y avait un certain président à la tête du Ghana. Nana Akufo-Addo est parti il y a moins de 3 semaines. Absolument. Oui. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une sorte, n'est-ce pas, de reconfiguration des rapports de force au sein de cette sous-région en fonction des intérêts des uns et des autres. Alors, vous pensez que Dramani, à la tête du Ghana, ne va pas renouveler ce contrat avec... Je ne pense pas, je ne pense pas. Sauf s'il veut s'encombrer, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle des paradoxes politiques. Imposer une action et poser une autre action contraire à celle qu'il a posée précédemment. Oui. Il n'est plus question de procéder ainsi. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, être un tel leader, vous ne pouvez pas vous encombrer de pareilles, n'est-ce pas, ici, procédures et dire que vous allez être un partenaire des États de l'AES. Non, oui. Les États de l'AES aujourd'hui, ce qui les caractérise, ce qui fait ce qu'on appelle souvent leur particularité et même leur ipséité, c'est qu'ils n'ont pas besoin des pays hypocrites, des hommes hypocrites. Soit vous êtes avec le colonisateur, soit vous êtes avec le panafricanisme. C'est ça le credo des États de l'AES aujourd'hui. Et vous pouvez comprendre pourquoi est-ce que ces États-là se méfient beaucoup plus du Sénégal, parce que le Sénégal est dans ce jeu, n'est-ce pas, du balançoire, où il n'arrive pas à prendre véritablement position. Donc aujourd'hui, moi je pense que si le président ghanéen, le nouveau président ghanéen a émis, n'est-ce pas, le vœu de rejoindre et de travailler avec les États de l'AES, il sait ce qu'il doit faire. Il doit se dépouiller de tout ce qu'on appelle l'hypocrisie internationale. Il doit se dépouiller de tous les éléments qui pourraient, n'est-ce pas, donner à confusion pour revertir la face visible du panafricanisme qui pourra donc permettre de faire avancer le combat panafricaniste. Pour ce qui est des partenaires, je vous ai dit, il ne faut pas vous en inquiéter. Oui. Parce que les partenaires sur le plan international, c'est la manière dont l'État procède sur le plan international qui lui donne les bons et les mauvais partenaires sur le plan international. Les partenaires, on peut en trouver aujourd'hui. D'accord? Je vous ai dit comment est-ce que les États peuvent procéder pour trouver des bons partenaires sur le plan international. Il est question tout simplement de redéfinir votre politique sur le plan interne en prenant le contrôle de vos matières premières et de vos ressources naturelles. Bref, en prenant le contrôle sur ce qu'on appelle l'avantage comparatif de votre État. Chaque pays a ce qu'on appelle un avantage comparatif du développement. Il faut donc que l'État, pour qu'il capitalise sur le plan international, il faut donc qu'il pose des politiques qui doivent lui permettre de maîtriser cet avantage comparatif. Puisque cet avantage comparatif est, n'est-ce pas, ici, convoité par d'autres États sur le plan international. Est-ce que vous allez donc laisser que ces États-là viennent prendre cet avantage comparatif de manière gratuite sans que vous ne puissiez en bénéficier? C'est ça la question fondamentale à laquelle les États de l'AES sont en train d'apporter la solution aujourd'hui. Donc ne vous en inquiétez pas, sur la scène internationale, il n'y a pas que les puissances occidentales, il y a plusieurs autres pays qui convoitent aussi l'Afrique et qui aimeraient travailler avec le continent africain. Il va donc se passer que les États de l'AES vont utiliser leur avantage comparatif sur la table des relations internationales en exigeant ce qu'ils pourraient capitaliser sur les autres pour développer leur État sur le plan interne. Merci, docteur Sango. On va clôturer justement sur ce sujet dans le cadre de cette émission Regard panafricain. En Afrique centrale, vous ne voyez pas le Tchad qui, certainement, selon votre point de vue, aura déjà posé des actes comme ceux que vous attendez, des actes anticolonialistes. Le Tchad qui a décidé d'une façon souveraine de se séparer de l'armée française de son territoire, qui avait déjà un
intimer l'ordre aux États-Unis de faire pareil. La légitimation également du président, du maréchal Idriss Déby Itno, aujourd'hui à la tête du pouvoir. Est-ce que cela fait aussi du Tchad un potentiel partenaire, un bon élève auprès de l'AES? Oui, je pense que le Tchad, comparativement aux États tels que la Côte d'Ivoire, tels que le Togo, encore moins le Bénin, possède un avantage comparatif sur ce plan-là. Le Tchad aujourd'hui a commencé à poser sur le plan interne ce que j'ai appelé ici sa part de révolution. Okay. D'accord? Ne pensez pas que la révolution, c'est seulement prendre les armes, descendre dans la rue et faire ceci. La révolution, c'est aussi le fait de poser des actions, n'est-ce pas, efficaces sur le plan politique, culturel, etc., qui rompent avec le système de la France-Afrique. Il se trouve donc au Tchad, certaines de ces actions-là ont été posées et nous aimerions que le président Kaka aille de l'avant suffisamment, parce qu'il y a encore d'autres éléments sur lesquels il devait s'attaquer. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, le Tchad, en posant ses actions de manière solitaire, isolée, serait beaucoup plus fragile, n'est-ce pas, face à ces puissances occidentales qui utilisent souvent des stratégies de déstabilisation et de coups d'État lorsque un président a décidé de devenir rebelle à leur politique fonctionnaliste de la France-Afrique. Donc, il serait donc important, en restant dans ce parti pris analytique, que le Tchad, après avoir posé ses actions de rébellion, entre guillemets, se mette donc avec les États de l'AES pour former un socle solide qui pourra donc dissuader ces puissances occidentales de le déstabiliser. Mais si le Tchad continue à poser ses actions contre la France-Afrique en restant, n'est-ce pas, isolé et solitaire, on reviendra ici demain après-demain pour nous dire qu'il y a eu coup d'État au Tchad, il y a eu ceci au Tchad, il y a eu assassinat au Tchad, parce que là, il sera facilement, n'est-ce pas, récupérable par les tonitruants de la France-Afrique. Donc le Tchad, oui, possède un avantage important de rejoindre l'AES parce que lui, au moins, il a déjà commencé à opérer son processus de révolution contre la France-Afrique. Merci, Dr Sango. C'est ici donc que s'achève cette émission Regard panafricain. Merci pour votre aimable présence et votre analyse. On va également remercier le public, ceux qui nous écoutent et nous regardent, sans oublier Kelly qui est derrière les caméras et la mise en onde. Dr Sango, à la semaine prochaine. C'est moi qui vous remercie, madame. Regard panafricain, c'est terminé. Restez en compagnie de For You Radio et de nos programmes. L'information et les émissions se poursuivent. Au revoir, N'Djamena.